Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax, fait par des fans pour des fans. Déjà le 10e épisode de cette troisième saison de Xamcast et ce soir j'ai le plaisir d'être avec Osvaldo. Salut Osvaldo. Salut Mirko. Avec Colin Salut Mirko. et avec Varam. Salut Varam. Salut Mirko, salut tout le monde. Voilà, c'était la fête, enfin c'est la fête des vendanges. Au moment où on enregistre, la fête n'est pas terminée. Vous serez peut-être pas très nombreux à nous écouter dès ce soir. Mais voilà, il y a quand même eu du football, il y a quand même eu du Xamax et on a quand même de quoi vous parler un petit peu dans cet épisode. Alors on va bien entendu débriefer le match, du championnat qui nous a opposés à Rapperswil. Le coin football, on poursuit notre tour d'Europe, des championnats, des grands championnats européens et en fin d'épisode, on débriefera le prochain match de championnat. Voilà, messieurs, on se met à table tout de suite. En ce week-end de fête des vendanges, la Challenge League disputait sa 8e journée et à cette occasion, Neuchâtel Xamax se déplaçait sur la pelouse du néo-promu, le FC Rapperswil-Jona. Alors un déplacement, on l'avait dit, hein, la semaine passée avec, passablement d'inconnus. Le FC Rapperswil est une équipe on n'avait pas beaucoup regardé jouer, les chroniqueurs de Xamcast, donc on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Les néo-promus, c'est des fois difficile à jauger, surtout quand on passe du monde, semi-pro au monde professionnel. Donc, voilà, c'était un match, pas forcément simple à préparer et pas forcément simple à disputer non plus pour Neuchâtel Xamax. Mais, fort heureusement, les choses se sont bien passées, se sont bien déroulées et les Neuchâtelois ont pu, en incluant la coupe, voilà, enchaîner une troisième victoire consécutive en s'imposant 3-1. Alors, les réactions de nos auditeurs, on a Alain qui nous dit: «Espoir d'une belle série». Sway qui nous dit: «C'est la fête des vendanges, c'est la fête des vendanges». Alors, voilà, on sait où son focus était aligné pendant ce week-end. On le salue, Sway. Jonathan, remonté cette année avec, 2 smileys qui montrent les muscles. Julien qui nous dit: «Next» et Thomas, c'est pas notre chroniqueur, Thomas qui nous dit: «Content, mais est-ce qu'à 11 contre 11, ils auraient gagné?» Eh ben, on va aussi débattre de cette question. Alors, je vais commencer par toi Osvaldo qui était présent, pardon, sur place. On va pas se cacher, sous une pluie, relativement torrentielle par moment, c'était, voilà, une pelouse quand même difficilement praticable pour les 22 acteurs de ce match. C'était pas forcément propice à, du très grand football. On pouvait s'attendre à ce que ce soit pas du très grand football, en lien avec les conditions. Non, c'est clair. Le seul espoir qu'on pouvait avoir dans ces conditions, c'est de se dire, au vu du temps, parce que c'est quand même dans ces tribunes en plus qui n'ont pas de toit, tu la ramasses, l'eau est bien comme il faut. Donc c'est clair qu'il y avait une raison de plus, enfin, pour nous les supporters de vouloir repartir de Rapperswil avec les 3 points, en sachant qu'on avait certains copains qui étaient restés à Neuchâtel à la fête. Mais oui, effectivement, c'est le terrain a assez vite devenu un combat pour les joueurs au vu de la pluie torrentielle qui s'est abattue sur Rapperswil vendredi soir. Oui, du coup, après un premier round d'observation, assez timide entre les 2 équipes durant les 10 premières minutes, c'est le FC Rapperswil-Jona qui place une première banderie et qui inscrit un 1er but. Alors Varam, ce premier but, il est quand même, déjà consécutif à une relance pas optimale de la part de Léo Seydoux sur son côté droite. Effectivement, effectivement, donc Sédou qui relance très mal, une balle qui est interceptée dans l'axe. Et puis ben ça part très vite devant, avec notamment le numéro 28 de Rapperswil, avec une course qui arrive à casser plusieurs lignes décisives dans notre défense. Il décale sur la droite, un centre raté, assez appuyé, un peu fuyant. Et là, malheureusement, pour reprendre une vieille expression, Omer Agic a un peu les gants en peau de pêche. Et puis,
il repousse mal et puis la balle, elle arrive dans l'axe pour De Carvalho qui reprend directement. Et ça fait déjà 1-0 à la 11e minute. Oui, c on va pas dire que, les Rapperswil nous avaient mis la tête, sous l'eau, ils avaient été, relativement timides, mais nous aussi, hein, on s'était pas forcément créé de situations, dangereuses. Alors, Varane, je vais peut-être être un peu moins sévère que toi. Alors oui, il a un peu les gants au pot de pêche, comme tu dis, mais, j'ai quand même l'impression déjà de base qu'il y a presque une petite, incompréhension entre lui et Bergsma parce que, Bergsma, il fait je sais pas s'il fait semblant, mais il fait mine en tout cas d'intervenir, mais après il voit Omer Agic qui plonge sans l'avertir, il plonge avec un petit temps de retard et puis bon, ben, malheureusement, il remet le ballon, directement dans les pieds de l'attaquant, hein. Le ballon, il aurait aussi pu arriver sur un Xamaxien, c'est la partie un petit peu malchance. Puis après, bah, il y a quand même pas mal de Xamaxiens sur la ligne, donc il fait un très beau geste, de Carvalho. Alors je sais pas Colin, comment tu analyses toi cette action de d'Omer Agic? Bah, honnêtement, il fait une sortie pour essayer de sécuriser le ballon, mais je sais pas si elle est vraiment utile, sachant que bah, il y a deux joueurs qui sont aussi au même endroit. Donc j'ai de la peine à. Je comprends qu'ils veulent essayer de sécuriser le ballon. Après, le problème, c'est que justement, il l'attrape pas des mains. Il y a une sorte d'incompréhension avec le défenseur de Xamax. Et donc pour moi, j'ai de la peine, j'ai de la peine à comprendre la sortie de Maragic. Ouais, Osvaldo? Oui, c'est vrai qu'il est pas, pour moi, il est pas vraiment décidé dans sa sortie. Après, c'est vrai qu'il y a quand même il y a effectivement, comme tu le dis, une incompréhension. Maintenant, quand le gardien sort en sachant qu'il peut la prendre des mains, hein, c'est la règle, je trouve il peut aussi être, enfin, s'il y a une bonne communication, à mon avis, c'est le genre de situation qui peut être évitée. Donc c'est la petite critique que je formulerais sur cette action-là à Omer Agic. Je pense que le ballon est quand même relativement proche de lui et avec une bonne grosse indication bien claire, à mon avis, enfin, son coéquipier lui laisse le ballon et il peut la capter des mains, à mon avis. Oui, alors après, ben, Omer Agic, il a le défaut de ses qualités, hein, c'est un grand gardien, mais du coup, sur les ballons au sol comme ça, si, il descend pas très rapidement, eh bien, il peut être un peu juste, hein, sur des interventions, hein, comme celle-là. Donc, ben, voilà, c'est sûr que sur le direct, on lui met entièrement la faute, mais après, avec le recul, ben, voilà. Puis on l'a dit aussi, en introduction, hein, le fait que la pelouse soit un peu bosselée peut modifier certains rebonds, certaines trajectoires de balles suivant les mottes. Donc c'est des fois très compliqué pour un gardien de bien anticiper ce genre d'action. Voilà, de toujours est-il que, ben, c'est l'ouverture du score à ce moment-là pour Rapperswil. Et puis logiquement, Neuchâtel Xamax, essaye de prendre le contrôle, du jeu. Ils y arrivent relativement bien, hein, de manière territoriale et on a eu beaucoup plus le ballon que Rapperswil. Ils nous ont quand même beaucoup, beaucoup laissé, le ballon même avant le fait de jeu qu'on va aborder maintenant. Mais, voilà, la domination xamaxienne, on va dire elle s'assoit quand même définitivement lors de cette action de la 38e. Alors, cette action, elle est assez sympathique, à regarder, bah, alors, bon, déjà parce elle est pour nous, mais il y a quand même deux trois séquences, dans un espace-temps de quelques secondes assez sympathiques qui amènent ce but, Osvaldo. Oui, ben, C'est un peu du ping-pong, de gauche-droite, là. c'est clair que c'est un assez gros cafouillage. Après, bon, ben, la frappe sur le poteau, ça rebondit d'abord sur un premier défenseur de Rapperswil, et puis j'ai pas bien vu C'est qui Streit. était le joueur. C'est Stride qui reprend, et puis voilà, quoi, le bon vieux sauvetage sur la main, enfin, sur la ligne de la main à la Luis Suarez. Même encore plus de réflexe, parce que là, pour le coup, il est vraiment sur la trajectoire. Et on le voit vraiment lever le ballon, lever la main comme un gardien, quoi. Donc c'est sûr que c'était assez, comme tu dis, c'était assez du ping-pong, voire du billard. Ouais. Et puis ça a conduit à ce penalty qui finalement, dans la globalité des 40 premières minutes, était pour moi mérité, parce que malgré cette ouverture du score précoce, moi j'ai pas senti une équipe
euh, sensiblement s'écrouler par rapport à d'autres matchs la saison passée. Et je l'ai vu un petit peu, surtout, je trouve, faire preuve de patience pour essayer de trouver la faille. Et ça, c'est un aspect depuis quelques matchs, même si on est tombé sur un ville particulièrement faible et que Rapid, ici, c'était pas non plus grand-chose, mais on fait preuve de patience. Et ça, c'est quand même une qualité. Si on arrive à la garder cette saison, on retournera beaucoup d'autres scores, je pense. Effectivement, alors Colin, on l'a dit, hein, on a regardé le match ensemble, un geste à la Suarez, mais le contexte n'est pas le même. Franchement, il faut être dingue pour faire ça, à la 38e, minute d'un match de championnat de deuxième division en Suisse, alors que ton club mène 1-0. Ch autant encaisser le but, quoi. Alors je sais pas C'est si ça. non, pour moi c'est volontaire là, il veut vraiment la sortir. On peut pas dire c'est un peu la malchance et puis elle lui revient dessus. Il fait vraiment le petit geste, au dernier moment pour dévier la balle. Là je serais l'animateur de Rapicast, je serais franc fou contre Padoula, vraiment. Tout à fait. Non, le geste est pas compréhensible, comme tu as dit. On est à la 38e minute. Il mène 1-0. Euh, Là, tu pourrais accorder tu aurais pu très bien laisser le but rentrer, puis comme ça, Xamax revient partout, mais rien n'est fini. Tandis que là, tu es réduit à 10 pour les 50 minutes prochaines. Donc, non, pour moi, le geste est incompréhensible. Surtout qu'on est, comme tu l'as dit, Mirko, on est en deuxième division suisse. C'est pas quart de finale de la Coupe du Monde, quoi. Tu sauves pas ton équipe. Tu sauves pas ton équipe en quart de finale, quoi. Là, c'est le premier tour, premier match entre les deux, quoi. Donc voilà. Non, le geste est totalement incompréhensible et effectivement, si on était animateur de Rapicast, on serait très énervé. Effectivement, ça c'est joli, Rapicast comme terme, j'aime bien. Ouais, ça peut être pas mal, ouais. Mais bon, après, bon, tu peux te dire: «OK, je sauve le but, il y a toujours 1-0 au moment où je prends le carton rouge. Derrière, ils peuvent louper le penalty, on ne sait pas ce qui peut se passer», mais ça fait quand même beaucoup de si, d'autant plus que Varam, notre goléador, n'a pas manqué l'occasion de ramener les 2 équipes à égalité à ce moment-là du match. Non, effectivement, il n'a pas besoin de 36 000 occasions. Et puis là, bah, penalty. Puis alors, c'est une transformation magnifique à contre-pied, en pleine lucarne, tranquille, avec d'un pas d'élan tranquille, tout en légèreté. Voilà, donc il faut pas lui laisser 36 000 occasions. Et puis là, ben, la première a été la bonne. Donc, but qui tombe plutôt bien à la 39e. Donc, c'est vrai que c'est un fait de jeu qui tombe plutôt bien et une égalisation plutôt bienvenue. Parce que ça, c'est le genre de match où typiquement, plus les minutes avancent, plus tu es mené au score et plus c'est compliqué. Et là, je pense que ça a été vraiment le gros tournant du match d'arriver à la mi-temps avec sur ce score de un partout. Oui, effectivement, c'était bien de transformer ce penalty. Alors, on se demandait après le départ de Kenan Fatkic qui allait transformer les penaltys. Si je me trompe pas, c'est le deuxième penalty concédé, hein, après celui en coupe du côté de Diaspora. Donc, ben, visiblement, c'est l'avant-centre titulaire qui se charge de transformer les penaltys, enfin de tirer les penaltys et de les transformer du coup, puisque Koro Kone avait réussi aussi brillamment le sien du côté de Delémont. Donc voilà, même s'il part du bon côté, le gardien, c'est imparable, c'est frappé trop fort, c'est frappé trop bien placé. Donc voilà, un partout, bonne chose de faite. Voilà, logiquement, les 2 équipes respirent un peu jusqu'à la mi-temps, pas de raison de pousser pour Xamax. Il y a encore, une mi-temps derrière pour complètement retourner le match. Et au retour des vestiaires, ben, voilà, on va vraiment assister à la deuxième mi-temps à laquelle on s'attendait, c'est-à-dire, des joueurs de Rapperswil. Alors on aurait pu dire ils parquent le bus, mais vu que c'est plutôt le berceau du cirque Knie, on va dire qu'ils ont posé les caravanes devant les buts et un Xamax qui, voilà, qui prend possession du jeu, mais voilà, Varam jusqu'au deuxième but qu'on va débriefer, c'était quand même assez compliqué, hein. On avait un Rapperswil bien regroupé et un Xamax qui, dominait, mais qui avait de la peine quand même à se créer, des grosses chances de but. Effectivement, c'est vrai que le carton rouge de Padoula a vraiment changé l'inertie du match. Parce qu'avant le carton rouge, moi j'ai trouvé que Rapperswil, j'y étais surpris en bien par leur jeu. C'est vrai que je m'attendais à une équipe suisse-allemande typique années 70 avec des longues balles.
Alors que c'est une équipe qui a fait 2-3 sorties de balles au sol, vraiment avec une, Mmh. voire deux touches. Mais effectivement, le rouge a fait que ben, ils ont vraiment essayé de conserver le résultat. Et puis, comme on peut le constater depuis le début de la saison, quand on a le ballon, ben, on peine à changer de rythme, on peine à trouver les passes clés qui cassent les lignes. Malgré tout, ben, voilà, on a insisté. Et puis, donc c'est à la 72e, si mes notes sont, Mmh. sont bonnes, qu'il y a eu ce but. Mais c'est vrai qu'avant ce but-là, il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Mais je crois que, comme a dit Matteo, on a persévéré, on a, je pense, eu la bonne mentalité, le bon état d'esprit, chose qu'on reprochait beaucoup à l'équipe la saison passée. Mais c'est vrai que vendredi, c'était un match compliqué de par l'adversaire, de par l'état de la pelouse. Mais on a rien lâché. Et puis ce but ben, est tombé un peu de comme un fruit mûr pour venir récompenser notre effort, on va dire. Donc voilà quoi. Oui, je suis complètement d'accord avec toi et puis ce but, ben, on va maintenant le débriefer. Alors Osvaldo, on va pas se cacher, on va commencer à manquer de superlatifs pour qualifier le sens du but incroyable de Stelkim Demaçay depuis son arrivée à Xamax. Parce que là, il nous met vraiment un but de renard des surfaces, quoi. C'est certain. Moi, je suis vraiment, je tiens d'ailleurs à dire, enfin, je profite de ce but-là pour le dire, ça fait vraiment plaisir parce que je sais pas à quand remonte, si on fait exception de Nunzolo, à quand remonte un neuf qui a été aussi fiable sur aussi longtemps chez nous, parce que enfin, c'est un des postes où pour moi on a beaucoup souffert quand même les dernières saisons, de mecs qui étaient pas constants, qui n'avaient pas ce sens du but, et c'est vrai qu'il sait parfaitement où se placer, il sent la déviation de la tête de Koné. Et c'est vrai que pour le coup, il va vraiment glisser ce ballon dans un trou de souris. Et il met ce deuxième but qui, à ce moment-là, nous fait quand même grand bien parce que à l'approche du dernier quart d'heure, on n'avait toujours pas fait la différence définitivement. Et je peux penser que ce but a quand même pas mal coupé définitivement les jambes de Rapperswil. Déjà que le rouge, le penalty, plus carton rouge, plus égalisation juste avant la mi-temps, c'était compliqué. Et moi, à 2-1, j'étais pratiquement sûr que c'était bon, personnellement. Oui, effectivement, on sent que le match bascule à ce moment-là. Alors moi, ce but, je l'ai vraiment, beaucoup apprécié, même dans sa phase de construction parce que déjà, j'ai beaucoup aimé, de manière générale, la capacité, que Salim Benseghir a, balle au pied et ce qui m'a particulièrement, marqué dans le match de vendredi, c'est à quel point, par moment, on sent qu'il est un peu, craint, hein, par nos adversaires dans, sa capacité à dribbler, balle au pied des fois dans des petits espaces et il a très souvent attiré, les 2 joueurs, hein, du côté droite, le latéral et puis, le milieu, c'est-à-dire Ambassa et puis, Bakayoko encore à ce moment-là du match et ça permet de, créer un espace à Michael Facchinetti aussi très bon, hein, sur son côté gauche, Oui. vendredi soir et là, du coup, il centre, s'il vous plaît, de son, mauvais pied, qui en l'occurrence n'était pas mauvais du tout et puis, là, on a vu aussi le bon timing de Koné parce que pour moi, Osvaldo, il veut frapper, en fait, Koné, mais il est au duel avec, le défenseur et c'est là où, à mon avis, le sens du but de Demaçay est encore plus remarquable. C'est qu'il ne s'attend pas à une déviation, en soi. On enfin, sur l'image, on voit, mais après, il réagit incroyablement bien. Déjà dans le timing, il voit que le ballon arrive là, donc il se déplace, il s'oriente, il se déplace et ensuite le geste, il est parfait parce que franchement, c'est pas simple, hein. Il la reprend en pleine extension et là, il avait toutes les chances de la mettre à côté ou d'envoyer une cacahuète, par-dessus le stade. Petit peu de réussite, hein, le ballon passe, entre le poteau et la jambe de l'ancien Xamaxien, Morgado et surprend, le gardien Omerovic. Mais, du coup, ouais, c'est vraiment magnifique et je le disais, Varam, on manque de superlatifs pour Demaçay.
Oui, et puis moi, ce que j'aimerais rajouter sur ce but, c'est que le fait que c'est un grand buteur, ça se voit sur cette action-là, parce que au début, je me suis dit, mais le gardien prend le but sur son poteau, il est peut-être fautif. Et au fait, j'ai revu bien l'action. Et au fait, Demassai, le fait qu'il reprenne la balle directement, au fait, il a brûlé le gardien en termes de timing qui au fait ne s'y attendait pas et au fait le gardien était resté sur ses appuis et c'est là que c'est au fait un geste de grand buteur parce que je pense que là le joueur lambda au fait il contrôle la balle et il permet justement au gardien de bien boucher son angle ou alors de faire un pas dans l'autre côté pour une frappe croisée et le fait qu'il la reprenne direct le gardien reste sur ses propres appuis et il n'a pas l'explosivité pour plonger. Et le fait de la mettre sur le premier, il l'a même pas mise très très forte, mais il la place bien. Et au fait, c'est le geste parfait parce que c'est un geste qui au fait est hyper intelligent et il n'y avait pas besoin d'envoyer au fait une mine. C'est si tu la reprends direct et c'est au fait exactement ce qu'il a fait et que tu la places bien, que tu la prends en première intention, niveau timing, le gardien, il est cramé. Et c'est ça, en fait, qui prouve, c'est ces petits détails-là qui prouvent qu'on a vraiment un attaquant de grande, grande classe. Et franchement, qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. Oui, troisième doublé, hein, depuis le début du championnat. Déjà 7 buts en 8 rencontres. Mais où va-t-il s'arrêter? Alors on l'espère, jamais, hein, dans ce championnat. Mais vraiment grande, grande classe et à ce moment-là, il retourne le match, on va pas dire à lui tout seul, mais en tout cas, le sur ce deuxième but, ouais, c'est vraiment un geste, de grande classe. Alors en parlant de gestes de grande classe, que dire du troisième but, Colin? Ben, il est tout simplement incroyable ce but. Il a fait très beau but de, de Altim Azemi, qui était entré en jeu à la 79e minute, si je me souviens bien, ou 69e, et qui, 7 minutes après, fait déjà une feinte sur le défenseur en pensant qu'il allait frapper. Il s'avance encore un peu plus, et là, il est tout seul, et il a le temps de charger sa frappe. Et franchement, il n'y a rien d'autre à dire, la frappe est magnifique, le gardien de Rapperswil est battu, et Azemi, qui nous étale encore une fois son talent de jeune, d'espoir de Xamax. Et ça fait extrêmement plaisir de voir un but de sa part, étant donné que bah, il n'a pas eu tellement de temps de jeu ces derniers temps, et que bah, il a quand même pu jouer en coupe, et qu'il est peut-être en train de gentiment regagner la confiance avec le coach. Et c'est un joueur dont on aura besoin, notamment pour les rentrées en match et tout. Et ça fait plaisir de le voir inscrire ce but de grande classe. Varam, tu regardais le match avec nous, je sais que tu l'as apprécié à sa juste valeur. C'est un but qui respire le football. Ah oui, non, non, mais alors là, c'est clairement le but qui me fait, enfin, qui a fait que j'ai fait une glissade dans mon salon, quoi. Voilà, clairement, 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 non, non, c'est absolument merveilleux. C'est Ben Seguir qui fait une magnifique ouverture, contrôle tranquille, il pose la balle, conduite de balle parfaite, il fait le petit crochet, il se met sur son pied gauche et puis alors là il envoie une cacahuète en pleine lucarne. Voilà, c'est le foot, ça a l'air simple et c'est justement c'est ça la marque des cracks, c'est de rendre les choses compliquées très très simples. Et il a fait ça vraiment avec une telle nonchalance, une telle facilité. Enfin voilà, il y avait tout dans ce geste. Il y avait le culot, l'audace, la maîtrise. Voilà, c'est un geste de grande, grande classe. Et puis on le dit depuis plusieurs mois, mais on a vraiment une pépite chez nous qui s'appelle Valtim Vazemi. Et s'il joue plus que 5 minutes, voilà ce qu'il arrive à faire. Voilà, donc je lance encore un appel. Faites-le jouer plus que 5 minutes. D'autant plus qu'il est rentré, je pense, d'un moment qui était assez propice, vu que le rythme du match avait baissé. Et Mmh. quand le rythme baisse et que vous faites rentrer un joueur avec une qualité technique supérieure, et ben voilà, ben c'est ce qui se passe. Voilà, donc but fabuleux. Enfin voilà, c'est vraiment du grand art, quoi. Osvaldo, toi, tu étais à l'opposé, hein, derrière les buts d'Edin Omeragic, si je ne me trompe pas, ça t'a pas empêché aussi d'apprécier ce but à sa juste valeur. C'est clair, c'est un geste de grand joueur, pour le coup. Déjà, je veux dire, ça démontre aussi le culot qu'il a, parce que finalement, à son âge, de rentrer comme ça dans un match
qui n'était pas encore complètement, enfin dont le résultat n'était pas encore complètement clos, hein. Je veux dire, avec un but d'avance, tu sais jamais trop ce qui peut se passer. Et puis, au-delà de la pureté de la frappe, moi, ce que je salue toujours, surtout à cet âge-là, c'est la spontanéité du geste, c'est le culot du gamin, parce que de ce point de vue-là, c'est pas donné à tout le monde. Et pour faire preuve d'un culot pareil, il faut avoir une confiance en ses moyens relativement élevée. Et de nouveau, pour un âge aussi jeune, franchement, c'est admirable. Donc, non, effectivement, je suis d'accord avec toi, Varane, il mérite beaucoup plus de place et de temps de jeu. Déjà, il le méritait la saison passée, et je pense que ça ne fait que confirmer son niveau excellent. Voilà, 3-1 à ce moment-là et puis, bah, voilà, les dernières minutes, les 10 dernières minutes en incluant le temps additionnel seront, relativement anecdotiques. Tout était dit. Neuchâtel Xamax n'a pas non plus eu ni le besoin ni l'envie d'appuyer encore le score donc victoire 3-1 avec énormément de satisfaction. On va commencer par ça. Varam, qu'est-ce qui t'a plu dans ce match? Alors, bah, il y a plusieurs choses qui m'ont plu. Moi, je dirais que c'est l'état d'esprit général. Bah, comme je l'ai dit avant, je pense que les saisons dernières, on pouvait pointer du doigt un état d'esprit qui n'était pas toujours là. Je trouve que depuis le début de la saison, tout, malgré tout ce qui entoure un peu le club, les choses un peu négatives, je trouve que globalement, l'équipe se porte bien. Et je pense que si une équipe qui n'a pas un bon état d'esprit vendredi, elle ne ramène jamais 3 points parce que c'était un match bourbier. Et puis notamment, on se l'était dit entre nous sur Discord, mais je vais prendre un geste assez révélateur, c'est Bayard qui gagne une touche et qui serre le poing comme s'il avait marqué un but. Et ça, je pense que c'est des petits gestes qui ne trompent pas. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé l'état d'esprit. Je vais quand même J'ai beaucoup... revendiquer le copyright de cette phrase. Oui, effectivement, bah, j'ai évidemment beaucoup aimé Azemi parce que au-delà du but, 5 minutes après, il fait une ouverture à Lentini exceptionnelle, quoi. Enfin, c'est quand il joue, c'est facile. On dirait il joue avec la manette de PlayStation, quoi. C'est voilà, hop, ça a l'air facile. Demassai évidemment. Et puis, bah, j'ai beaucoup aimé aussi Fakinetti. On n'en parle pas beaucoup. Mais je trouve que c'est un joueur à l'expérience, vu qu'il a plus les jambes il y a 10 ou 15 ans, il monte moins, mais quand il monte, c'est chaque fois réfléchi et c'est chaque fois dangereux. Voilà, et puis il y a eu des bonnes prestations individuelles. Ben Seguir, bah voilà, il a du talent. J'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un qui respire le foot, mais je vais aussi dire quelque chose sur lui, sur les choses que j'ai moins aussi aimées. Mais voilà, mais je pense que globalement, ça a été un bon match. Et puis voilà, mais voilà, je pense qu'il y a eu des individualités qui sont ressorties, mais j'aimerais vraiment mettre en avant l'état d'esprit et puis le groupe. Je pense que c'était vraiment en fait une victoire de groupe. Ouais, effectivement, Osvaldo, pour toi, les motifs de satisfaction étaient aussi relativement nombreux, en Oui, plus de ce qu'a dit Varam. je les ai teasés un petit peu avant, et de ce point de vue-là, je te suis complètement, Varane. C'est vrai que l'état d'esprit enfin, de ce point de vue-là est vraiment réjouissant, parce que je pense que la saison passée, où il y a 2 ans, déjà à cette période de la saison, je suis pas sûr qu'on ramène une victoire de Rapperswil. Maintenant, voilà, je pense que si je peux déjà commencer à répondre à la fameuse question, est-ce qu'on aurait gagné ce match à 11 contre 11? Mais vas-y, bien sûr. J'aurais pas donné la réponse de manière aussi catégorique pour le match contre Ville. Je pense que vendredi soir, on gagnait même à 11. Enfin, on gagnait même à 11 contre 11, je veux dire. Et ça, de ce point de vue-là, je pense que c'est un match référence au niveau de l'état d'esprit. Parce que ils sont quand même assez communs, les terrains de Challenge League. Enfin, il y a quelques stades en Challenge League où aller y jouer à certaines périodes de l'année, c'est pas la grande joie. Et honnêtement, enfin, faut que les joueurs se souviennent de ce qui s'est passé vendredi soir. Mmh. Pour toi, Colin, à la fin du match, ben, voilà, il y a aussi de quoi se réjouir et avec pas mal de satisfaction. Ouais, tout à fait, vraiment, pas mal de satisfaction. On a su, profiter de l'avantage d'être à 11 contre 10.
Peut-être dans les mauvais points, on peut juste dire la sortie de Meragic, comme on a dit au début. Mais franchement, non, Xamax, un Xamax conquérant qui persévère et qui malgré la frustration de certains moments dans le match, ne lâche pas et continue d'attaquer, ce qui est quand même plaisant à voir. Après, dans les micro-défauts, ça c'est un truc que je vais déjà dire au dernier épisode, mais je trouve que le nombre de frappes, les joueurs devraient oser un peu plus frapper hors de la surface, ou quand ils sont dans la surface, je trouve que des fois on bégaye beaucoup trop et c'est un peu un souci qui nous coûte peut-être des occasions. Mais sinon, non, franchement, vraiment bon match. Ah oui, dans l'autre défaut, pardon, j'ai oublié, c'est peut-être les changements comme toujours, mais on a fait que, il me semble, 3 changements sur le match, si je dis pas n'importe quoi. Ah non, on en a fait 5, j'ai rien dit, je m'excuse. Mais les changements qui arrivent un peu tard. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire sur le match. Mais je pinaille. OK. Alors moi, ce que vous avez dit, tu l'as teasé un peu, hein, Varane, j'ai beaucoup apprécié aussi l'entrée de Lentini, hein, alors lui, il est rentré un tout petit peu plus tard que Ben Seguir, Azemi, pardon. Il est rentré à la 85e, mais il a quand même pu se démarquer. Il a montré qu'il en avait envie et je pense que Francesco Lentini peut aussi, de temps en temps, prétendre à un peu plus de temps de jeu, dans la rotation sur les côtés. Il a des qualités, il nous les avait montrées l'année dernière, donc voilà, je pense que le coach doit continuer à lui faire confiance aussi de manière plus régulière, sinon entièrement d'accord avec vous. Et puis dans les points qu'on a le moins appréciés, Varane, on doit quand même ouvrir un chapitre. Est-ce que c'est le même? Alors après, je suis d'humeur charitable ce soir. J'ai pas envie de tirer sur l'ambulance, mais notre capitaine, je pense que c'est quand même problématique. Oui, oui, c'est Il est de nouveau effectivement le même. Oui, sorti. oui, c'est le même, on en Voilà, a beaucoup parlé, voilà, pendant. on veut pas s'acharner ni tirer sur l'ambulance, mais il est encore une fois sorti à la 68e minute de jeu. Et puis le problème, c'est qu'autant sans ballon qu'avec, au fait, il n'apporte strictement rien, quoi. C'est qu'au fait, on en revient systématiquement à ça. Mais sans ballon, ce que je veux dire, avec le gabarit qu'il a, moi, je m'attends quand même à ce qu'il récupère des balles. Or, c'est pas vraiment le cas. Et puis quand il a le ballon, c'est vraiment très très faible, hein. Il pense lentement, ce qui fait qu'il ralentit énormément le jeu. Il fait que des passes élémentaires qui n'apportent rien. Il fait des passes latérales 9 fois sur 10 ou alors balle arrière. Ça n'apporte rien. Voilà, navré, mais on est obligé de constater que c'est quand même ça devient quand même un problème, d'autant plus qu'il est capitaine et puis il était déjà sorti Yverdon à la mi-temps. Enfin voilà quoi, moi je pense que voilà, il y a clairement un gros souci, d'autant plus que c'est vraiment un poste clé et que je pense que globalement pour l'instant, je pense qu'on a fait un mercato discret mais intelligent et peut-être même, je dirais, un peu plus pertinent que les années précédentes, mais malheureusement, il y avait un poste qu'il fallait pas rater, c'était la succession de Fatkic, et là, on l'a vraiment raté, et c'est vraiment dommage, quoi. Donc voilà, mais maintenant, c'est au coach de faire des choix forts, parce que moi, je pense clairement que notre milieu doit être absolument devant la défense Caraco, Bayard, d'avec size en 10. Voilà, moi je pense qu'il faut vraiment passer à ça parce que d'avec Abedini, voilà, je veux pas être méchant, mais on joue pratiquement à 10, quoi. Ouais, alors bon, j'irai pas jusqu'à dire qu'on joue à 10, mais voilà, Osvaldo, depuis le stade, c'est aussi l'impression que ça donnait. Erissa Bedini, malheureusement pour lui, a été le moins bon des Xamaxiens, dans une équipe qui a été dans l'ensemble très bonne. Oui, j'ai pas grand-chose à ajouter de ce point de vue-là, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui Mmh. revient régulièrement sur la table, et ma foi, c'est un peu problématique, et c'est peut-être ce genre de problème qui, au fur et à mesure de la saison, quand on sait un petit peu le statut que peut un peu parfois avoir un capitaine, c'est un peu, ça peut poser problème si, s'il n'y a pas un peu une mise au point entre lui et le coach, quoi, parce que Mais totalement. c'est vrai, c'est vrai que, bon, il y en a certains qui considèrent que le rôle de
le rôle de capitaine, c'est juste avoir un bout de drap autour du bras. Moi, personnellement, je considère toujours le capitaine comme le relais du coach. Et c'est vrai qu'avec des performances pareilles, c'est compliqué d'être un relais, hein. Oui, oui et surtout, enfin, tu l'as dit, Varane en préambule, il est sorti à la mi-temps, contre Yverdon parce qu'il était pas bon. Il est sorti à la 68e minute, donc encore relativement tôt dans le match, là, contre Rapperswil. Enfin, moi, au-delà de ce que vous avez dit, le capitaine, c'est limite, il sort quand il est blessé ou il sort à la 88e minute quand, on mène 3-0 pour un peu le laisser souffler ou voilà, mais c'est un mec qui doit, qui enchaîne potentiellement, tous les matchs titulaires et qui joue le match de la première à la dernière minute et c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, on l'a évoqué par-ci par-là dans les choses qu'on a moins aimées, mais là, c'est on a quand même 8 matchs, on a quand même suffisamment de recul pour dire que le problème, il est chronique. Abedini, il a pas raté un ou 2 matchs comme certains joueurs ont pu le rater, on l'a mentionné par-ci par-là. Ses soucis, ils sont depuis le 1er match à chaque fois qu'il a joué quoi donc dans ce rôle de sentinelle devant la défense, il est moins bon que Bayard et dans un rôle, plus créatif vers l'avant, il est moins bon que Caraco et que Saïz. Donc déjà, intrinsèquement, si on enlève son statut de capitaine, il est pour moi le numéro 4 dans la hiérarchie de nos milieux axiaux actuellement, juste en parlant des qualités qu'on attend d'un joueur à ce poste-là. Alors après, on peut discuter devant la défense, en tant que relayeur, en tant que numéro 10, voilà. Mais c'est là, on a cité 4 joueurs qui ont ce rôle axial. On a aussi Azemi. Pour moi, par moment, il est même moins bon qu'Azemi dans un rôle axial. Alors Azemi, lui, c'est un joueur offensif, vraiment, hein. C'est un créateur, voilà, ce serait dommage de le brider dans un rôle de numéro 6. Mais Azemi, il a aussi plus montré en 15 minutes de jeu que Abedini donc au bout d'un moment, et du coup, quand le coach, ton capitaine, c'est le numéro 5 dans la hiérarchie, des milieux axiaux, ben, ça la fout un peu mal, hein, quand même, parce qu'on a régulièrement vu que Xamax était meilleur sans lui qu'avec lui, dans cette zone du terrain. Donc je voulais le mentionner, je voulais qu'on le mentionne cette fois parce que il y a beaucoup de satisfaction à avoir sur ce début de saison, mais il y a ce point-là qui, à mon avis, est une grande zone d'amélioration et là, il appartient, à mon avis, uniquement à Anthony Breza de commencer à trancher aussi là-dedans et puis d'aligner le meilleur 11 possible. L'année passée, on a beaucoup reproché à nos 2 coachs, Uli Forte puis Anthony Breza de jamais aligner le même 11. Alors les blessures, les ont aussi, souvent empêchés, hein, mais il manquait quand même de la continuité à ce niveau-là. C'est le moment de trouver une continuité et puis je suis d'accord avec toi Varane, Bayard, Karakou, Saïz, ça peut être, ça peut vraiment être vraiment exceptionnel aussi avec le plan de jeu qu'Anthony Breza commence à réussir à donner à cette équipe. Donc voilà et on est quand même passablement inquiet aussi pour Abedini parce que je pense que lui-même, il doit pas être content non plus de sortir, à la 68e minute d'un match comme ça quand on porte le brassard. Donc voilà, c'était un peu notre coup de gueule. Alors ça a pris un peu de place, mais on veut pas non plus que ça prenne toute la place de ce débriefing qui est largement positif et voilà, superbe réaction de l'équipe. Et belle prestation d'ensemble et victoire, à 100 méritée sur ce qu'on a vu, comme opposition entre les 2 équipes. Voilà, des choses à ajouter, Colin ou les autres? Non. OK. Pas pour ma part. Non, moi, je Alors, voulais je voulais juste ajouter, vas-y parce que Varane. j'avais fait un petit préambule, c'était par rapport à Ben Seguir, mais Oui, c'est plus pour dire que, pour moi, en fait, c'est un joueur qui me frustre énormément parce que c'est un joueur qui a des qualités, largement, en fait, au-dessus. Je pense que c'est un joueur qui n'a rien à faire en Challenge League par rapport à ses qualités, mais c'est vrai que trop souvent dans ses choix, dans le dernier geste, même des fois, j'ai l'impression qu'il a peur de shooter au goal alors qu'il est qu'il est dans une bonne position et franchement, avec ce qu'il a sous le pied, moi, je pense que c'est un joueur qui pourrait facilement, autant
En termes de but ou en termes d'assist, c'est clairement fait un joueur qui pourrait être en double chiffre tranquille, quoi. Autant sur les buts que sur les passes. Et c'est vrai que je trouve qu'il crée beaucoup. Il a un gros volume de jeu au fait offensif, mais c'est vrai que moi de lui, je m'attends vraiment à ce qu'il score plus et qu'il fasse plus de passes vraiment décisives, quoi. Voilà, donc c'était plus pour ça, c'est que dans le même temps, j'aime beaucoup ce qu'il amène, mais dans le même temps, je suis frustré parce que à l'arrivée, moi, je m'attends plus de lui parce que c'est vraiment en fait un joueur qui a vraiment des qualités au fait au-dessus, quoi. Voilà. Et je pense que s'il veut passer vraiment en fait un step, c'est vraiment là qu'il doit vraiment travailler. Et je suis convaincu que si lui, il arrive à monter un step, ça peut être un leader au fait offensif. Parce que Oui, des joueurs comme lui qui sont créatifs, qui peuvent percuter, qui peuvent autant passer qu'être buteur, on n'en a pas 100 000. Et je pense que si lui, il monte en puissance, moi je suis sûr que c'est vraiment en fait un joueur qui peut vraiment tirer l'équipe vers le haut. Voilà, je donc c'est pour ça, c'est juste une petite frustration personnelle, quoi. C'est pas méchant parce que je l'estime énormément, mais c'est vrai que je pense que si il passe un niveau, l'équipe va vraiment passer un cap. il a, je trouve, par rapport à la saison dernière, beaucoup progressé sur, l'aspect défensif de son jeu, hein. On l'a vu faire Oui, ça c'est vrai. quelques replis, pour venir soutenir Michael Facchinetti quand un potentiel surnombre pouvait arriver sur le côté. Ça s'est vu lors de ce match, ça s'est vu lors d'autres matchs dans lesquels il a évolué dans ce poste-là. Maintenant, comme tu le dis, Varane, c'est un joueur qui a du talent, mais qui a aussi potentiellement ce petit grain de folie que seuls les joueurs de talent, balle au pied peuvent avoir, et on aimerait des fois dans une phase offensive qu'il cède un petit peu à ce grain de folie, qu'il tente tout d'un coup une frappe, venue de nulle part, qu'il tente la frappe, enfin la passe qui déstabilise, d'autant plus avec un attaquant qui sent bien le jeu devant lui, qui est capable de faire un appel des fois un peu inorthodoxe. Donc, on a envie de dire: «Mais vas-y, de temps en temps, lâche un peu les chevaux, fais une dinguerie», et les dingueries, elles seront toujours plus récompensées quand elles sont offensives que défensives, évidemment. Donc, voilà. Amuse-toi, kiffe, et puis crée tout d'un coup comme ça quelque chose d'inattendu pour l'adversaire, parce que, ben, parfois son jeu, il a beau être rapide et technique, ben, il peut être, relativement prévisible. Donc voilà, je te rejoins là-dessus, Varane. Voilà, alors messieurs, on peut passer à la rubrique suivante. On continue, cette semaine notre petit tour d'Europe, hein, avec un panorama des grands championnats européens. Après avoir, parlé de la Première Ligue en Angleterre, on met le cap sur, le sud, et on va voulait vous parler cette semaine de la Liga espagnole. Donc, voilà. Alors, pour structurer un tout petit peu ce briefing un peu de la saison en Espagne, alors on n'a pas fait la story sur Insta parce qu'on ne va pas vous le cacher, on s'est un peu décidé à la dernière d'intégrer cette rubrique. Mais je suis à peu près certain que si on avait fait cette story, il y aurait eu une majorité écrasante pour 2 des plus grands, enfin des grands clubs de ce championnat et des plus grands clubs, au monde, hein, n'ayons pas peur des mots, que sont, le FC Barcelone et le Real Madrid. Donc la question, c'est pas forcément de savoir, quel club réussira à empêcher un de ces 2 d'être champion, mais plutôt lequel de ces 2 va être champion. Alors j'avais envie d'intégrer les choses, comme ça, en vous demandant, messieurs, d'analyser un peu les forces en présence et qui semble être le mieux armé entre le FC Barcelone, le Real Madrid, mais aussi potentiellement un autre candidat qui est toujours à l'affût d'un faux pas des 2 grands, enfin un faux pas conjoint des 2 grands. On va peut-être commencer par toi, Colin, honneur à la jeunesse, ce soir. Analyse-nous un peu les forces en présence et mouille-toi un petit peu, qui va soulever le trophée en Liga, cette saison? Alors, les 3 forces en présence, la Liga cette saison, bah, c'est le classique. On retrouve d'un côté le Real Madrid, de l'autre le Barça et en outsider, on va dire, l'Atlético de Madrid.
qui lui va tenter d'aller chercher un titre, même si ça va être assez compliqué. D'un côté, on a le Real Madrid qui sort d'une saison pas très réussie avec Ancelotti pour sa dernière, mais qui vient de changer de coach justement avec un Xabi Alonso qui arrive avec de nouvelles idées, de nouveaux plans de jeu. Et un effectif un peu rajeuni aussi. On a vu que le Real a quand même été assez actif sur le marché des transferts. Ils ont signé Alvaro Carreras, par exemple, de Benfica en latéral. Il y a aussi Trent Alexander-Arnold qui est venu gratuitement. On a aussi Dean Huijsen au niveau de la défense centrale qui est venu renforcer cet endroit-là. Sachant que on sait, Xabi Alonso, lui, joue avec une défense à 3. Et donc, c'était impératif de renforcer cette défense. Et puis, au niveau de l'attaque, il n'y a pas eu des grands changements, à part l'arrivée de Franco Mastantuono, l'Argentin de River Plate. Mais voilà, donc le Real s'en est là. On peut parler d'un autre côté du Barça qui, lui, a connu un peu un mercato un peu moins actif, on va dire, étant donné que le Barça a été obligé a quand même dû vendre Inigo Martinez au niveau de la défense centrale. Et dans les recrutements, on peut citer, il y en a très peu à citer. Il y a Rashford qui vient renforcer l'attaque. J'ai plus les autres noms en tête, mais je sais qu'ils sont 3, il me semble, à avoir rejoint. Je vais vous redire. Mais donc, ouais, le Barça qui s'est pas trop renforcé, mais qui est allé chercher le titre de champion. Le titre de champion d'Espagne la semaine passée, l'année passée, la saison passée, pardon. Excusez-moi. Et du coup, est-ce qu'ils vont réussir à aller chercher un deuxième titre de suite avec Hansi Flick? C'est la question. Ils ont de très bons joueurs et tout. Et en dernier, on a l'Atlético qui a peut-être fait le plus gros mercato des trois, avec beaucoup de renforts, notamment offensifs, avec Thiago Almada, Alexis Baena, notamment, et ou encore Clément Lenglet arrivé gratuitement du Barça. Donc ça va être ça va être très décisif. Et puis on le voit en ce début de saison. Hier, il y a quand même eu un match Real Atlético qui s'est mal fini pour l'une des équipes. Et c'était très inattendu. Voilà, Mirko. Et du Ce coup, que tu je n'as pas peux dire. répondu à la question. Qui, Qui sera champion? qui sera Pour champion? moi, ce sera le Real. Pour moi, ce sera le Real. Voilà, pour moi, ce sera le Real. Ok, tes arguments en faveur du Real. Mes arguments, c'est que ils sont renforcés dans les secteurs où ils avaient le plus de peine. L'année passée, ils avaient eu beaucoup de blessures et c'est ce qui leur avait coûté. Dans les gros matchs aussi, ça leur avait coûté. Puis on sentait que Ancelotti n'avait plus non plus la même mainmise qu'il avait sur l'équipe. Et on ne voyait plus vraiment un côté tactique dans l'équipe du Real. Là, ça change totalement avec Xabi Alonso. Il y a eu beaucoup de joueurs qui sont arrivés. Et moi, c'est ce que je trouve important, c'est que justement ces joueurs, ils vont amener de la concurrence. Et chacun veut sa place. Je peux déjà citer un seul exemple, c'est par exemple au poste de milieu offensif. On avait Bellingham qui a fait 2 grosses saisons, et là, ce début de saison, Bellingham était blessé. Il a fait confiance à qui? Notre cher ami Xabi Alonso. Il a fait confiance à Arda Güler qui a fait un début de saison tonitruant, on peut dire. Et donc pour moi, c'est vraiment ce qui a poussé le Real à être plus fort, même si va falloir voir comment ils réagissent dans les grands matchs, parce que dans les matchs contre de plus petites équipes, ça jouait bien, mais dans les grands matchs, il va justement falloir voir comment le club réagit. Et puis pour moi, on est sur une année de Coupe du Monde, donc peut-être que ils peuvent compter aussi sur un Mbappé qui est déjà en très grande forme. On le voit en ce début de saison. Donc voilà pour moi pourquoi le Real sera champion. Très bien. Osvaldo, à toi l'honneur. Moi, je vais partir sur le Barça, dans le sens où c'est une équipe qui, depuis des années, me semble avoir des qualités et des défauts qui se marient quand même un peu mieux. Enfin, j'ai l'impression que, on va dire, les manquements qu'ils peuvent avoir des fois défensifs sont quand même beaucoup mieux compensés offensivement en Liga qu'en Ligue des Champions. Et du coup, je me dis, bon, apparemment, moi, j'avais un gros point d'interrogation quand même sur le recrutement de Rashford, qui semble quand même en ce début de saison répondre. Le seul petit bémol que je verrais éventuellement, c'est la blessure récente de Gavi. Où enfin, je sais pas exactement quel impact ça pourrait avoir sur le Barça, mais s'ils arrivent à faire sans finalement,
Ben, c'est une équipe que je vois bien aller au bout. Après le Real a ses arguments et a bien renforcé aussi, mais j'ai un peu des doutes concernant l'an 1 de Xabi Alonso avec une pression qui est quand même autre que celle qu'il avait en arrivant à Leverkusen. C'est que là, il a un statut supplémentaire à assumer, donc c'est le point d'interrogation, moi, pour le Real Madrid. Et est-ce que pour toi, l'Atlético Madrid ou un autre club arrivera à jouer les troubles fêtes et à se classer mieux que troisième? L'Atlético, enfin alors d'autres non. Maintenant l'Atlético, j'ai toujours un petit peu cette impression que le prime Simeone est quand même derrière. Il y a des matchs où, comme hier, ben, ils vont faire une très très grosse perf à Bernabéu, mais je suis pas convaincu que ça puisse tenir sur une course à étapes. OK. Varam, à toi l'honneur. Alors moi, je pense que Barcelone va gagner le titre. Moi, je vois plus Barcelone que le Real. Déjà parce que ben, Flick, c'est sa deuxième saison. Il a fait un travail absolument exceptionnel. Parce que Flick a eu l'intelligence de garder l'ADN Barcelone avec un jeu de possession et il a eu l'intelligence d'y ajouter le Gegenpressing allemand, ce qui fait que c'est une sorte d'équipe au fait hybride qui presse mais qui en même temps joue très très bien la balle. Et on peut clairement dire que Hansi Flick a fait un chef-d'œuvre, quoi. Ce que je veux dire, c'était une équipe euh, voilà, qui était pas dans. Enfin voilà, il a repris quand même un Barcelone qui était pas au mieux, même si Xavi a fait quand même un travail intéressant. Je pense qu'il a été critiqué injustement et trop sévèrement, mais il a vraiment transformé ce club. Donc voilà, donc je pense que Barcelone part avec un avantage de travailler dans une continuité. Maintenant, Madrid, je les vois clairement arriver deuxième parce que Xabi Alonso, c'est sa première saison et Madrid a pas mal de problèmes qu'il faut régler, notamment le problème Vinicius, qui est quand même un problème assez certain. Depuis son ballon d'or manqué, il est clairement sur une pente descendante et pas juste dans ses prestations, mais aussi dans ses attitudes. Euh, Notamment dans le vestiaire à Madrid, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Donc je pense que ça va être du poil à gratter pour Xabi Alonso. Donc voilà, donc je pense que puis il y a aussi à Madrid, je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui arrivent un peu en fin de cycle, notamment derrière Rudiger. Je trouve que c'est poussif. Là-bas, il s'est fait plusieurs fois les croisés, donc je pense qu'il arrive gentiment aussi au bout. Donc Les voilà, 2 sont donc en je fin de pense que carrière. Les 2 sont en fin de contrat à la fin de la saison. voilà, ouais, donc je pense que voilà, c'est quand même des postes d'importants. S'il devait arriver des bricoles à Boysen et puis à je sais plus quel autre central ils ont, bah je pense qu'ils sont pas très très bien derrière. Voilà, donc je pense que le Real va pas avoir trop de soucis d'arriver deuxième, mais voilà, c'est pour ça que je les vois pas arriver premier et que je vois surtout Barcelone avec un avantage. Pour toi non plus, il y aura pas de surprise, un club qui parviendra à s'immiscer, dans le duo de tête? Non, je pense pas, parce que bon, en Espagne, le problème, c'est que c'est un championnat qui rencontre passablement, comme beaucoup d'autres championnats, des problèmes financiers. Et ça fait plusieurs saisons que, hormis les deux gros clubs et puis l'Atlético qui arrive à injecter de l'argent, c'est vrai que les autres clubs ont de la peine à dépenser. Mais voilà, je pense que l'Atlético sera le trouble fait derrière les deux géants. Et il y a aussi un club qu'on ne mentionne jamais, mais qui travaille très très bien, c'est Villarreal. Donc voilà, donc je pense que l'Atlético et Villarreal vont un peu jouer les troubles fêtes, mais ça sera plus ouais, pour de la troisième, quatrième place. OK, pour ma part, je vais faire court, vous avez déjà dit beaucoup de choses, mais je vois aussi, Barcelone conserver son titre. Je pense que, la continuité va être quand même le facteur clé. Alors il y en a eu dans l'ensemble dans les 2 clubs, mais il y en a quand même eu un tout petit peu plus du côté de Barcelone. Déjà rien que par le coach, hein. Quand on change de coach, c'est quand même une cassure. Ça peut être de gros changements, de gros bouleversements, même si l'effectif ne bouge pas trop.
Alors même si je pense que Mbappé, va bien affoler les compteurs, au niveau de la Premier League, il est parti sur des bases assez exceptionnelles en termes de record de buts. Mais je pense que ça va pas suffire. Heu, Barcelone semble quand même être moins dépendant que de ses superstars que le Real, hein. Il y en a, hein, des superstars à Barcelone. Je suis assez surpris que vous ayez pas du tout évoqué de Lamine Yamal là-dedans, mais Yamal, Rafinha, c'est quand même des superstars. C'est quand même des joueurs qui ont fini, dans le top 10 ou dans le top 5 même du dernier Ballon d'or. Donc voilà, c'est des joueurs qui font la différence, qui savent très bien jouer ensemble, qui savent très bien jouer ce style de jeu que tu as très bien décrit, Varane. Donc voilà, ils vont continuer à faire ce qui a très bien fonctionné, l'année dernière. Ils ont martyrisé le Real, hein, lors des confrontations directes, que ce soit en championnat ou dans les coupes quand ils se sont rencontrés. Enfin, j'ai pas les chiffres, mais le la diffé c'était que des victoires du Barça et puis des victoires assez nettes, hein, un minimum 3 voire 4 buts d'écart à chaque fois. Donc voilà, ça va trotter aussi dans les têtes, du Real Madrid. Mais à mon avis, il y aura quand même peut-être plus match que l'année passée ou même si à la fin, les 2 équipes ne terminent qu'avec 4 points d'écart, mais une fois le titre acquis, Barcelone avait un petit peu levé le pied, mais à un moment, l'écart, il était de beaucoup plus que 4 points entre les 2 équipes au moment où le Barça a sécurisé le titre. Donc voilà, il y aura du mieux dans le jeu, je trouve, du côté du Real Madrid, parce qu'on va pas se cacher, l'année passée, ils étaient par moments assez horribles à voir jouer, hein. Le Real Madrid, ça fait pour un club, avec ce prestige, qui a eu tant de magiciens du jeu en son sein, c'était quand même pas très, très joli, hein, très joli à voir avec, tu te disais, avec Vinicius, mais voilà, de ce système entre Vinicius, Mbappé, Bellingham, qui trouvaient pas très bien leur place ensemble. Donc ça fonctionnait pas extrêmement bien. Il y aura du mieux de ce point de vue-là, mais je pense que ce sera quand même pas suffisant pour aller chercher le titre cette année. L'Atlético va probablement sans aucun doute terminer troisième. Ils se sont bien renforcés, tu l'as dit Colin, pour atteindre, cet objectif, voire plus, mais je pense que pour eux, ce sera compliqué. Et puis derrière, ben, difficile de se faire une place dans ce championnat quand même. Il y a quand même 2 équipes qui écrasent toute la concurrence, ces dernières années, mais de manière générale dans l'histoire de la Liga. Ils ont à eux 2, faut-il le rappeler, gagné 64 titres. Ce qui est énorme, alors que les autres clubs en sont à, 19, 25, 27 et 30. Donc ça veut dire qu'on a 2 clubs qui ont trusté plus des 2 tiers plus de la moitié pardon des titres. Donc voilà, c'est quand même assez compliqué de pouvoir faire quelque chose dans la Liga, surtout que quand il y en a un qui a pas une bonne saison, ben, en général, l'autre, il est à la hauteur, donc voilà. Donc je pense, voilà, on est sur le plateau de Xamcast à 3 contre 1. On n'a pas eu l'avis de nos autres, collègues. On serait curieux d'avoir votre avis, à vous. Est-ce que le Barcelone ou le Real Madrid sera champion d'Espagne ou un autre club, hein, évidemment? Mais voilà pour notre preview de la Liga espagnole. Est-ce que vous vouliez rajouter oui, on l'avait évoqué, hein, quand on avait, parlé notamment de Liverpool et de Manchester City. Mais messieurs, Barcelone et le Real Madrid surtout, l'Atlético Madrid aussi, mais dans une un peu plus petite mesure, ce sont des équipes dont l'objectif principal est bien évidemment de gagner le titre championnat, mais c'est aussi des équipes qui veulent et qui vont probablement aller très loin en Ligue des Champions. Tout à fait, on l'a vu la saison passée avec le Barça qui allait jusqu'en demi. Et bah, le Real qui ça reste quand même leur compétition, ils l'ont remporté 15 fois et ils veulent pas s'arrêter donc ouais, c'est quand même un de leurs objectifs majeurs, c'est toujours la Ligue des Champions et d'aller plus loin. Je dirais même que leur objectif, c'est limite d'atteindre la finale quasiment pour les 2. Donc non, effectivement, les 2 compétitions vont jouer. On va justement voir quelle équipe a
le contingent le plus complet pour assurer ces deux compétitions en même temps, parce qu'on rappelle que c'est quand même fatigant pour les joueurs et ça peut occasionner des blessures, ce qui a été le gros fléau pour les deux saisons passées. Donc ça va être très très important de voir jusqu'à où ils vont aller, mais effectivement la Ligue des Champions, ça reste très important pour les deux. Ouais. Moi, c'est sur la Ligue des Champions, je l'ai dit, je pense que le Real réussit souvent à se mettre en mode Champions League, même sans faire des championnats absolument incroyables, même si, tu l'as dit, hein, Varane, ils ont des joueurs en fin de cycle et que ça peut peut-être moins se voir. Par contre, le Barça, je l'ai dit. Et puis, s'il y a des arguments offensifs assez incroyables à nouveau dans cette équipe, moi, défensivement, elle me donne absolument pas les garanties pour véritablement aller au bout dans cette compétition. Parce qu'il y a des choses, alors évidemment que leur élimination de l'année passée, il y a une part de surnaturel qui rentre là-dedans, mais il y a aussi des défenseurs et des joueurs pour moi, ne font pas partie, enfin, ne font pas preuve de l'agressivité qu'il faut dans les moments plus durs du match et qui savent pas plus que ça se faire mal pour éviter de prendre des goals quand il faut pas les prendre. Donc ça, c'est vraiment le gros doute que j'ai sur le Barça pour la Ligue des Champions. OK. Merci messieurs. Alors on peut passer à, la dernière chronique du soir. La dernière chronique du soir, c'est le preview, le briefing de notre prochain match. Alors, on arrive au dernier match, du premier tour. On a affronté tous nos adversaires sauf un et c'est le FC Stade Lausanne-Ouchy qui se présentera, à la Maladière, dans un match agendé, qu'est-ce que je raconte? Vendredi prochain. Ça sera donc le 3 octobre à 19h30, à la Maladière. Donc, un match, on n'attend qu'une chose, messieurs, après des bonnes prestations et des victoires, c'est d'en rajouter une 4e, 3 victoires avec la coupe, hein, je l'ai mentionné, mais de rajouter une troisième victoire, en championnat à Varam. Mais, ça ne sera pas, de tout repos puisque, le Stade Lausanne-Ouchy, réalise aussi un début de saison, tout à fait correct, hein. Absolument, Du coup ça va pas être une partie, de plaisir. Le SLO est monté progressivement, dans puissance. Ils ont eu plus ou moins la même courbe que nous, donc voilà, donc ça va être, un duel, équilibré. On reste sur 3 victoires de suite. Ça serait bien, d'enchaîner et puis d'arriver surtout à la fin de ce premier tour avec, 17 points parce que de mémoire, je ne sais pas si on a déjà fait, 17 points, sur ces dernières années sur un tour. À vérifier, mais j'ai quand même un petit doute. Et puis, surtout, pour que notre championnat ait un sens, il faut absolument, qu'on reste accroché à ce fameux, on va dire top 4, top 3, parce que c'est ça qui va faire que, notre saison ait un sens ou pas. Parce que, les années précédentes, ce qui a fait qu'au bout d'un moment, on a lâché, c'est qu'on a, on va dire que ce wagon, de tête ou en tout cas le wagon du haut du classement, on a malheureusement été décroché et c'est ça qui a fait que on a fini souvent en mode roue libre et c'est ce qui a fait que on s'est souvent retrouvé à devoir limite batailler contre la relégation. Donc cette saison, si on veut s'éviter ça et puis si on veut surtout avoir une saison qui a du sens et puis enfin construire quelque chose pour la suite, il faut impérativement enchaîner. Et puis voilà. Puis après, on sait pas. Hein, peut-être que on reste sur 3 victoires. Peut-être qu'après on enchaîne et que ça peut vraiment changer notre saison puis créer une dynamique hyper positive. Mais bon, en tout cas, je pense qu'il faut qu'on affronte ce match avec le même état d'esprit qu'on a eu de vendredi soir chez nos amis saint-gallois de Rapperswil. Parce que si on a cet état d'esprit-là, on a de fortes chances de ramener des points. Et ça serait vraiment bien de finir ce premier tour avec la cerise sur le gâteau, quoi. Oui, Osvaldo, le Stade Lausanne-Ouchy, on a évoqué Varam avant a évoqué le mercato de Xamax qui était bon et cohérent.
Celui du Slow, il l'a aussi été, hein. Ils ont réussi, voilà, dans la continuité de leur saison, à construire un effectif, performant pour la Challenge League. Ce sera pas une partie de plaisir, ce match. Du tout, du tout, du tout. C'est une équipe qui a connu qu'une seule défaite depuis le début de la saison. Un 3-2 du côté d'Yverdon. Et voilà quoi, c'est une équipe qui fait son bonhomme de chemin en Je Challenge pense qu'ils League en ont qui connu 2, hein, puisque du coup, Haro a gagné tous ses matchs. ah oui, bien sûr, ouais. Effectivement, il y a aussi la défaite à Haro. Mais du coup, ouais, 2 défaites en 8 matchs, c'est pas non plus, je veux dire, ils sont dans le tir. C'est une équipe, avec des joueurs qui savent aussi, s'extirper de certains, pièges quand ils doivent assumer des rôles un peu plus de favoris, comme ça a été le cas en coupe à Échalant. Et c'est une équipe qui nous a souvent posé problème. On se rappelle typiquement le premier match du deuxième tour la saison passée qu'on avait débriefé dans les locaux de Canal Alpha. C'est une équipe qui est capable de venir à la Maladière et de nous poser d'énormes problèmes. Elle l'a déjà fait par le passé. Donc, ouais, c'est surtout, comme tu l'as dit, Varam, je pense que le gros step qu'on doit réussir à faire mentalement, c'est de réussir à enclencher une série sans que 2-3 victoires d'affilée soit un événement totalement exceptionnel. Et c'est vrai que pour terminer ce premier tour, surtout qu'après il y a une trêve internationale qui arrive, je crois que ce serait bien de pouvoir terminer sur une bonne note pour après aller en vacances pendant une semaine un peu plus sereinement. Et Colin, ce match, il a quand même un enjeu, hein, parce que si on regarde le classement, alors Haro, avec évidemment 8 victoires en 8 matchs, c'est fortement détaché, mais entre Yverdon et le Slow deuxième et respectivement cinquième, il y a que 4 points. Xamax est là au milieu avec ses 14 points. Il y a vraiment moyen d'accrocher un wagon de haut de tableau là. Tout à fait, Mirko. Si Xamax arrive à chercher une victoire, on arrivera à maintenir le cap. Si on perd, ça va être plus compliqué. Donc, effectivement, là, il y a un wagon commence gentiment à se dessiner et on doit tout faire pour essayer de gagner. Et éviter de reproduire un match comme on avait eu le dernier match qu'on a eu contre le Slow où c'était l'ennui total, quoi. C'était un match compliqué effectivement, Très on s'en compliqué. rappelle. L Actuellement, le championnat de Xamax, il répond à une certaine logique, hein, 4 victoires contre, les 4 derniers du classement. Un match nul contre le Stade Lyonnais qui était peut-être l'anomalie dans nos résultats, mais voilà, c'était le premier match de la saison et puis un match nul également contre Vaduz qui nous précède d'1 point au classement et 2 défaites seulement contre, Yverdon et Haro, les 2 équipes en tête du classement. Donc Neuchâtel-Xamax, dans le jeu, mais aussi dans la physionomie de ses résultats et de ses victoires est là actuellement où il doit être, au niveau du classement. Le Stade Lausanne-Ouchy, ils ont un peu la même trajectoire, hein. Finalement, ils ont juste un match nul de plus que nous. C'est ce qui fait qu'ils sont à et du coup une victoire de moins. C'est ce qui fait qu'ils sont à 2 points, mais pareil, ils ont perdu contre Haro et contre Yverdon, sinon, que des victoires ou des matchs nuls. Donc voilà, eux aussi, ils auront à cœur de vraiment bien accrocher ce wagon. Ils sont à 4 points. Nous, on a 6 points par rapport au Stade Rennais, mais ils sont à 4. Donc voilà, ils seront évidemment aussi à la recherche d'un bon résultat. Donc voilà, c'est un match personnellement, je me réjouis beaucoup parce que, Neuchâtel Xamax a produit du beau jeu quand même sur ce premier tour et le FC Stade Lausanne-Ouchy aussi. Donc on espère que les 2 équipes ne seront pas, complètement, crispées, qu'on n'aura pas des températures glaciales qui vont refroidir pas juste les spectateurs, mais qu'on aura un match, spectaculaire. Mais historiquement, les Xamax Slow, depuis qu'on les voit depuis quelques saisons maintenant, ça a pas souvent été des matchs extrêmement, extrêmement spectaculaires. Mais voilà, peut-être que, cette année, les 2 versions des équipes feront exception, aux années précédentes. Donc voilà, je pense qu'on peut, à défaut d'être optimiste, parce que, on veut évidemment un résultat positif, mais on peut se réjouir de ce match parce que, Neuchâtel-Xamax, nous fait plaisir quand même sur ce début de saison, messieurs, hein. On a souvent, été, dans la soupe à la grimace où on a dû répéter beaucoup de choses négatives d'une semaine à l'autre, mais le début de championnat et je pense que même une défaite contre le Stade Lausanne-Ouchy ne va pas entacher un bon début de saison de la part de Xamax. Ça dépend toujours de la prestation, ça, Ouais, mais
Mais Dans parce tous que les bon, cas, si il y aura un tour à 14 points, ce qui est plutôt bon, hein, d'un point de vue comptable. On terminera au pire 5e de ce premier tour. Voilà, je pense qu'il faut aussi qu'on dise quand les choses sont positives. Mais on l'a assez dit dans le débriefing de ce match. Oui. tout à fait. Non, non, comme je l'ai dit avant, je pense que c'est comme en plus il y a une pause de championnat la semaine d'après, je pense que c'est en terminant à domicile, c'est vrai que ce serait bien de conclure ce tour de 9 matchs par un succès et puis de pouvoir avoir une trêve des équipes nationales ensuite plus sereine avant d'aller s'attaquer à un déplacement face à une équipe qui a, elle, pas mal évolué depuis notre première confrontation. Donc non, je pense que c'est capital. Voilà, je ne sais pas si vous avez des choses encore à rajouter, pour ce briefing. Non, c'est tout bon. Non, c'est tout bon. C'est tout bon. Alors, on peut passer à la conclusion de l'épisode. Pour la conclusion, je voulais faire un petit clin d'œil à Laurent Weber et à Nicolas Bandelier. Alors, si vous êtes suiveur de Neuchâtel Xamax, et forcément vous l'êtes si vous nous écoutez, vous avez très certainement vu dans la presse écrite et télévisée cette fin de semaine. Laurent Weber et Nicolas Bandelier ont rédigé un ouvrage qui retrace la légende de Neuchâtel Xamax en 130 dates. Alors vendredi a lieu une conférence de presse pour RTN, Canal Alpha et Arc Info. Et puis le crowdfunding pour la sortie du livre a été officiellement lancé. Donc leur objectif est d'atteindre les 10 000 francs. Actuellement, au moment où je vous parle, la barre des 9 000 francs a été franchie. Donc, on espère avoir un jour à l'antenne Nicolas Bandelier et Laurent Weber pour nous parler de leur ouvrage. Mais en attendant, on peut évidemment que vous conseiller à vous tous, les fans, xamaxiens, d'aller soutenir ce projet et de vous procurer ce livre. Comme dans tout crowdfunding qui se respecte, il y a aussi certaines contreparties. Si vous arrivez et si vous avez l'envie à investir un tout petit peu plus, je vous laisse aller découvrir tout ça. Je vous mettrai, dans la description de l'épisode sur Spotify, mais aussi dans les différents réseaux sociaux, le lien pour suivre le crowdfunding. Donc voilà, pour avoir été en contact très régulier avec Laurent Weber, c'est vraiment un projet de très, très longue haleine qui voit enfin son terme arriver de manière positive. Donc voilà, on se réjouit déjà d'avoir cet exemplaire entre les mains. Et puis, de pouvoir parcourir cet ouvrage qui s'annonce vraiment, incroyable. Laurent Weber qui est, voilà, archiviste du club depuis de nombreuses années et Nicolas Bandelier, bien évidemment, qui est une des voix de RTN depuis plus de 30 ans, fidèle commentateur, de Neuchâtel Xamax. Donc voilà, allez soutenir leur projet pour qu'ils puissent vraiment définitivement voir le jour. Ils avaient quand même besoin, hein, un peu du crowdfunding pour pouvoir, arriver à terme. Messieurs, j'imagine que c'est un livre que vous aimeriez avoir dans vos mains quand il paraîtra? Bien sûr, tout à Oui. fait. Oui, clairement, clairement. Ouais, ouais, je crois qu'on se rend pas compte. On s'en rendra compte vraiment quand on l'aura entre les mains, mais c'est vraiment, une mine d'informations sur l'histoire de Neuchâtel Xamax, mais aussi du passé avant que Neuchâtel Xamax soit Neuchâtel Xamax. Donc c'est un ouvrage que tout fan du club ne peut pas manquer et je trouve que pour un ouvrage de ce type, le prix de base qui est demandé, il n'est pas du tout excessif. Donc voilà, ça peut faire un très, très beau cadeau pour, tous les gens, pour toute la grande famille, xamaxienne et j'espère que le club saura aussi leur faire une publicité, comme il se doit à ce sujet. Voilà, messieurs, merci à vous tous comme chaque semaine pour votre participation. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et puis, bah, on se retrouve, la semaine prochaine. Bye bye tout le monde. Ciao. Ciao, ciao. Bye bye, bonne soirée.